Donc, bienvenue à vous tous, toutes et toutes dans ce webinaire qui est organisé par le CPIE Vallée de Lothier de la Canche, l'URIOPS des Hauts-de-France, APF France Handicap, dans le cadre du projet Air intérieur et médico-social que nous menons depuis presque un an maintenant, avec le soutien de l'Agence régionale de santé, de la DREAL et du Conseil régional des Hauts-de-France dans le cadre du plan régional santé-environnement 4. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir parmi nous le docteur Fabien Schinazi, qui est membre du Haut Conseil de la santé publique et également membre du Conseil scientifique de la PPA. Je remercie beaucoup Fabien d'être parmi nous aujourd'hui. Donc, juste quelques mots de contexte avant de laisser la parole à Pierre pour une introduction, puis à Fabien. Le projet Air intérieur et médico-social vise à travailler avec vous, acteurs du médico-social, sur cet enjeu de santé publique qui est la qualité de l'air intérieur des locaux. L'idée est de travailler avec vous sur des actions concrètes à mettre en œuvre dans vos établissements, auprès de vos publics, pour améliorer la qualité de l'air intérieur et donc la santé des résidents comme des professionnels de votre secteur. Donc, nous avons déjà mené plusieurs actions d'information sur l'introduction notamment à la qualité de l'air intérieur, hein, co-animée toujours avec Salomé et co-organisée avec APF France Handicap. Et je salue déjà d'ailleurs Aurélie Bréfort d'APF France Handicap qui n'a pas pu être présente parmi nous aujourd'hui. Donc, nous avons mené plusieurs actions d'information, comme je vous le disais. Pour ceux qui étaient présents, vous vous souvenez qu'on y a parlé de l'air intérieur, des effets sur la santé et des bonnes pratiques qui permettaient d'assurer une bonne qualité de l'air intérieur. À cette occasion, je vous avais parlé d'un guide édité récemment par la PPA consacré à l'entretien des locaux dans les établissements recevant du public. Donc, pour ceux qui étaient présents à ces webinaires, d'ailleurs, vous avez déjà reçu le lien vers ce guide qui est très complet. Et je vous avais promis que nous pourrions bénéficier d'une présentation du guide par l'un de ses principaux rédacteurs, d'où le webinaire qui nous rassemble aujourd'hui. Donc, je vais passer la parole tout de suite à Pierre pour quelques mots d'introduction à ce webinaire. Merci Corinne. Je pense que le webinaire est déjà bien introduit par tes soins, donc je vais commencer simplement par remercier l'ensemble des acteurs qui ont permis la tenue de ce webinaire de ce matin. Et c'est un webinaire qui a priori était attendu et qui devrait répondre à plusieurs questions que vous pouvez vous poser dans vos établissements respectifs. Quels sont les produits que je peux utiliser? Quels sont les effets qu'il faut viser, qu'il faut rechercher? Y a-t-il un moyen d'utiliser des produits qui soient moins impactants sur la santé et sur l'environnement? Voilà, donc je pense que vous aurez pas mal de réponses à toutes ces questions que vous vous posez. Je remercie chaleureusement le CPIE du Val d'Authie et de la Canche, l'URIOPS Hauts-de-France, la PF France Handicap, la PPA et tout particulièrement du coup le docteur Fabien Schinazi qui dispose d'une grande expertise en termes de santé publique, de santé environnementale et qui va aujourd'hui donc nous donner quelques tuyaux pour réaliser les entretiens courants que nous avons à mener dans les établissements dans lesquels nous sommes. Et je lui laisse la parole sans plus attendre. Voilà, donc je vais diffuser le diaporama pour Fabien. Donc, comme je le disais, donc Fabien, vous êtes médecin biologiste, vous êtes très connu dans le domaine de la qualité de l'air intérieur, hein. On fait souvent référence à vos travaux d'ailleurs quand on parle d'entretien des locaux, de nettoyage des désinfections, puisque vous avez abordé ce sujet à la fois au sein de la commission environnement du Haut Conseil de la santé publique, mais aussi en tant que membre du conseil scientifique de la PPA pour la rédaction du guide que vous allez nous présenter. Eh bien, merci. En fait, je travaille sur ce sujet depuis très très longtemps. Et en fait, il y a eu la période de Covid qui nous a fait un peu changer nos habitudes. Pendant la période de Covid, on a eu très peur d'un virus qu'on disait retrouver sur les différentes surfaces. Et donc, on a été amené à utiliser beaucoup de produits désinfectants pour tuer ce virus.
alors que pendant ce temps-là, les autorités sanitaires nous disaient que le masque, qui était pourtant très important, était inutile, accessoire et ensuite obligatoire. Et donc, on s'est concentré au tout début de la pandémie, et notamment en France, sur le sujet de la désinfection des surfaces. Et pourtant, je voudrais vous montrer, au travers de cet exposé, que, comme on l'a intitulé, ce guide, avec ce slogan, le nettoyage, c'est l'usage, la désinfection, l'exception, vous montrer que d'abord, c'est nettoyer, et nous allons expliquer pour quelles raisons nous devons d'abord nettoyer et beaucoup plus rarement désinfecter nos surfaces. Donc là, c'est l'introduction du guide que je vous ai mis sur cette diapositive parce que dans les établissements recevant du public, après cette période Covid, on s'est beaucoup posé de questions, notamment après les accidents qu'il y a eu avec l'usage très large de produits désinfectants de différents types. Et donc, les gestionnaires des établissements recevant du public se sont posés ces questions sur l'entretien des locaux. Et donc, l'objectif de ce guide pratique, c'était un peu de remettre les choses à leur place et de montrer comment on pouvait, au quotidien, mener un entretien des locaux en rappelant que ce guide donnait des indications pour le nettoyage, la désinfection et les indications de la désinfection, et vous verrez qu'elles sont peu nombreuses, et que le choix, au final, appartient au gestionnaire de l'établissement qui doit mettre en place des protocoles d'entretien des locaux, mais ce guide était là pour lui donner un certain nombre d'outils pour mettre en place ces protocoles. Donc c'est un guide qui est plus destiné aux gestionnaires, pour leur donner différents types d'outils, d'indications. Il n'intervient pas dans le travail quotidien des personnels, mais plus pour monter, mettre en place des protocoles. Alors, la diapo suivante vous montre ce que c'est la saleté d'une surface. En fait, on ne se rend pas compte parce que c'est invisible le plus souvent, on a un certain nombre donc de pollutions chimiques Et toi? et de contamination microbiologique présentes de manière invisible sur nos surfaces. Et ce que nous voyons, nous, dans la saleté d'une surface, c'est aspect visuel, c'est-à-dire la poussière qui va recouvrir, ou des déchets qui vont recouvrir les surfaces, ou un certain nombre de salissures, parfois qui sont libres ou qui adhèrent à la surface, voire sont incrustées. Et ces différentes salissures, bien, c'est ce que l'on voit dans cet aspect de la surface. Et c'est là-dessus qu'on va décider de nettoyer cette surface et surtout d'enlever ces salissures. Alors, il faut savoir que quand on va enlever ces salissures par le nettoyage, eh bien, en même temps, nous allons enlever de la surface tous ces polluants chimiques qu'on retrouve dans la poussière. Vous avez ici des pesticides, des plastifiants, des métaux lourds qu'on retrouve dans la poussière. Il y a plein d'études qui montrent la présence de cette pollution chimique de la poussière, mais également nous avons sur la surface un certain nombre de bactéries, voire de virus, de champignons qui sont présents. Et donc, quand on va nettoyer, eh bien, on va prendre une grande partie, on va enlever une grande partie de ces différentes composés présents sur la surface. Alors, la diapo suivante va vous montrer un événement particulier aussi qui se passe sur les surfaces. Quand on parle de bactéries, et vous avez ici des bactéries qui étaient présentes dans l'air, dans la case numéro 1, et elles vont être attirées par la surface et par des forces électrostatiques, et donc elles vont se déposer sur la surface et elles vont pouvoir se fixer. C'est pour ça que le nettoyage est important, parce que ces bactéries, qu'elles soient pathogènes ou non d'ailleurs, et le plus souvent elles ne sont pas pathogènes, donc provoquant des maladies chez l'homme, mais ces bactéries ont le pouvoir de se fixer, de se coller à la surface en sécrétant une substance visqueuse. Et donc dès que ces bactéries se sont collées, vous voyez dans la case toujours numéro 1, qu'elles se sont attachées et qu'elles commencent à se développer. Et puis plus tard, dans la case numéro 2, on voit la croissance comme un champignon qui se développe, toujours invisible, hein, on ne le voit pas. Et ensuite, ben, ces bactéries qui se sont développées sur la surface et au contact direct de la surface
vont pouvoir ensuite, par fragmentation de ce biofilm, être dispersés dans l'air et contaminer d'autres surfaces. Et donc, pour éviter ce genre de phénomène, il est important de faire ce nettoyage régulier des surfaces pour enlever cette pollution chimique qui s'y accumule, pour enlever les salissures comme nous l'avons vu, mais aussi enlever les bactéries qui se sont déposées pour éviter qu'elles ne colonisent la surface et qu'elles, par leur multiplication, posent de problèmes, surtout si ce sont des pathogènes. D'autre part, il faut savoir aussi que sur ces surfaces, on trouve rarement des bactéries isolées. On voit plutôt des bactéries qui sont sous forme d'agrégats et donc elles sont beaucoup plus difficiles à détruire, d'où la raison de les enlever le plus tôt possible avant qu'elles forment ces formes d'amas qui vont devenir résistants à la plupart des désinfectants. Donc tous ces événements militent pour un nettoyage régulier de la surface qui enlève une grande partie de ces composants et qui vont nous permettre d'avoir la suivante, s'il vous plaît, de faire un nettoyage de cette surface. Alors, et d'obtenir la propreté de la surface. Que veut dire le nettoyage d'une surface? Eh bien, il faut savoir qu'on a 4 facteurs pour bien nettoyer une surface qui vont conduire à un niveau de propreté, un aspect agréable hein, de la surface, mais aussi un aspect d'hygiène, puisqu'on a enlevé une grande partie de ces contaminants chimiques et microbiologiques. Et nous avons 4 facteurs qui interviennent. Ceci est dans une norme qui est déjà ancienne sur le nettoyage des surfaces. Et les 4 facteurs qui sont importants à considérer, c'est une action chimique, mécanique, la température et le temps d'action. La diapo suivante va vous montrer ce qu'on appelle le cercle de Skinner, qui nous permet de bien assurer le nettoyage d'une surface. Quand on nettoie une surface, il y a ces 4 facteurs qui sont fondamentaux. Parfois, certains facteurs, on va les utiliser un peu moins, mais il faut donc les compléter par les autres facteurs pour que le cercle soit toujours tracé. Donc, je répète, une action chimique, là, on va utiliser ce qu'on appelle des tensioactifs euh, qui sont le plus souvent donc des détergents ou des détartrants, s'il y a du tartre. Donc une action chimique qui est importante pour enlever, dissoudre ces salissures et les enlever de la surface. L'action mécanique est tout aussi importante. Il faut une action mécanique pour détacher les salissures de la surface. Il faut un temps de contact suffisant également pour permettre au produit d'agir et à l'action mécanique également d'agir en même temps. Et enfin, la température est tout aussi importante, notamment la température de l'eau, où l'eau, une eau un peu plus chaude, bien favorise le décrochage des salissures de la surface. Donc ce cercle est important à considérer. Et bon, vous verrez qu'aujourd'hui, parfois, on utilise moins de produits chimiques et qu'on va le compenser par une action mécanique ou un temps de contact plus important. Donc, à chaque fois, ces 4 facteurs sont tout à fait fondamentaux pour bien assurer le nettoyage d'une surface. La suivante vous montre finalement ce qu'on obtient avec ce nettoyage au quotidien sur les surfaces. Eh bien, on obtient la propreté visuelle et sensorielle, c'est-à-dire quand on arrive dans un local qui est bien nettoyé, on voit les surfaces nettes, pas de salissures. On veut aussi qu'il n'y ait pas d'odeur, donc on va éviter évidemment tous les parfums qu'on utilise dans les produits d'entretien. Finalement, quand on arrive dans un lieu propre, on se sent bien, l'importance du bien-être, et qui dit bien-être, donc c'est aussi la santé des personnes qui est importante. Également, on va réduire les différents polluants qui sont présents sur la surface, et également, on va réduire de manière significative la contamination microbienne. Vous voyez ici, on n'a pas besoin d'un produit désinfectant. On voit que déjà avec le nettoyage, on a déjà enlevé
pas détruit, mais enlevé une grande partie des micro-organismes présents sur les surfaces. Et donc, rappelez-vous que le nettoyage, c'est une action très importante et on ne peut pas l'oublier. La désinfection vient après, mais le nettoyage, c'est fondamental. La suivante. Alors, quand on veut utiliser des produits désinfectants, après le nettoyage, puisqu'on vient de voir qu'il enlève une grande partie, il faut savoir, à quel micro-organisme, à quel agent infectieux, nous avons affaire. Parce que si on utilise un produit désinfectant, c'est pour détruire des micro-organismes. Vous avez sur cette diapositive des virus dans la première partie de la diapositive ou des bactéries. J'espère que vous lisez, que vous voyez donc le nom de ces virus, en particulier le fameux SARS-CoV-2, le responsable de la Covid, mais aussi d'autres virus grippaux, comme le virus influenzé, ou le virus respiratoire syncytial, qui est responsable de la bronchiolite chez les très jeunes enfants. Et puis d'autres bactéries, le pneumocoque, le streptocoque, le méningocoque, qui sont des agents infectieux qu'on va retrouver donc sur les surfaces, puisque avec la toux, par exemple, ils vont être projetés sur les surfaces. Or, il faut savoir que ces agents infectieux sont très fragiles. Parce que souvent, on a l'impression que c'est des organismes pathogènes qui ont donné une infection, qui ont rendu une personne malade. Mais quand ils se retrouvent dans l'environnement, sur les surfaces, ils vont rester très longtemps, ils vont pouvoir se multiplier. C'est pas tout à fait exact. Ils sont très fragiles et parfois, le simple nettoyage permet de les enlever et même parfois de les détruire. La plupart de ces virus ont des enveloppes qui les entourent. Et ces enveloppes sont très sensibles aux tensioactifs qu'on trouve dans les produits détergents. Donc, rassurez-vous, on n'avait pas besoin de produits désinfectants pour détruire le virus du Covid, le SARS-CoV-2. Le simple nettoyage était suffisant. On s'en est aperçu quelque temps après que cette désinfection sur ce virus et sur d'autres d'ailleurs, plus aussi fragiles, était inutile, voire dangereuse, parce qu'on utilisait des produits désinfectants qui pouvaient entraîner des effets secondaires pour les personnes qui utilisaient ces produits, mais même pour les personnes autour qui étaient présentes dans la pièce où on pratiquait ce nettoyage. La diapo suivante vous montre qu'en revanche, il y a d'autres pathogènes notamment ici, précédemment, c'était au niveau respiratoire. Ici, ce sont des agents infectieux digestifs qui vont persister plus longtemps dans le milieu extérieur. Vous avez certains virus responsables de diarrhée, notamment de diarrhée infantile, comme le rotavirus ou le norovirus, ou des bactéries pathogènes responsables de gastroentérite, comme la salmonelle, les shigelles ou d'autres bactéries à gram négatif, ou entérobactéries, on va retrouver sur les surfaces. Là, ces bactéries, une grande partie va être enlevée par le nettoyage, mais il va en rester. Et donc, c'est peut-être là que la désinfection peut être utile. Après avoir nettoyé, bien rincé sa surface, on va faire agir un désinfectant pour détruire les micro-organismes résiduels qui n'ont pas été enlevés par le nettoyage. Et donc, ici, le produit désinfectant vient compléter le nettoyage qui a été fait sur les surfaces. Donc, vous voyez des indications très précises et il faut évidemment qu'il y ait des personnes malades qui présentent ces maladies digestives autour de nous pour utiliser cette désinfection, mais au quotidien, lorsqu'il n'y a pas de personnes malades, il n'y a aucune justification d'utiliser ces produits désinfectants parce qu'on ne va pas trouver sur les surfaces, ou même si on en trouve, elles seront en tout petit nombre et ces bactéries seront enlevées ou ces virus enlevés par le nettoyage puisqu'elles sont en petite quantité. La diapo suivante va vous montrer la manière de nettoyer. C'est tiré du guide, donc il y a un logigramme dans le guide qui vous permet donc de savoir à quel moment, enfin quel type de nettoyage il peut être fait. Vous voyez qu'il y en a trois. Il y a trois types de nettoyage.
soit l'utilisation d'un produit tensioactif, donc ce fameux détergent dont je parlais, qui va enlever les salissures et qui va enlever une grande partie des souillures biologiques de la surface. Et donc, on aura dans ce guide une fiche qui s'appelle le nettoyage chimique, c'est-à-dire l'utilisation d'un produit chimique. Et on va voir tout à l'heure les conditions d'utilisation de ces produits chimiques, donc détergents. Mais on peut avoir d'autres moyens de nettoyer une surface. Et aujourd'hui, nous avons la possibilité du nettoyage mécanique. Tout à l'heure, je vous ai dit, si on utilise moins de produits chimiques ou pas du tout, on peut le remplacer par un nettoyage mécanique avec des microfibres qui aujourd'hui sont des microfibres qui permettent d'avoir cet effet mécanique sur la surface et d'enlever les salissures et de faire la même chose qu'un nettoyage avec un produit chimique. Et aujourd'hui, dans un certain nombre d'hôpitaux, de crèches ou d'autres types d'établissements, on a remplacé les produits chimiques, donc les produits détergents, par un nettoyage mécanique. Mais vous avez aussi une autre possibilité dans les choix qui sont proposés, c'est le nettoyage par la vapeur. On sait aussi que le nettoyage par la vapeur va décoller les salissures. Par cette vapeur, va détruire aussi les micro-organismes. Et donc, on a aussi cette possibilité, lorsque on veut faire des choix de nettoyage dans un établissement, on a ici ces trois possibilités. Et donc, dans le guide, on a des fiches correspondantes qui expliquent la manière d'utiliser, les précautions à prendre pour l'utilisation de ces différents types de nettoyage. La suivante, s'il vous plaît, vous montre que lorsqu'on utilise un produit chimique, il faut être très prudent. Et déjà, lire l'étiquette et savoir ce que fait ce produit, quelles sont ses conséquences qu'ils peuvent avoir, notamment avec ces pictogrammes de danger. Lire la manière dont on l'utilise aussi, comment le fabricant de ce produit propose d'utiliser ce produit. La composition du produit est aussi importante, car il faut savoir que ces produits donc détergents industriels qui contiennent beaucoup de composés chimiques, ces composés vont se retrouver dans l'air au moment du nettoyage. Et donc, on va créer finalement, avec ces produits chimiques, une pollution de l'air, notamment avec des composés qu'on appelle les composés organiques volatiles. Et si vous avez des parfums aussi, par exemple, du limonène ou du pinène qui donnent l'odeur de citron ou de pin, eh bien, ces terpènes vont se retrouver aussi dans l'air et on va créer une pollution au moment du nettoyage. C'est étonnant parce qu'on veut nettoyer une surface et en plus, on crée une pollution. Et donc, le choix du produit est fondamental. Mais vous savez aussi qu'il y a d'autres possibilités de produits un peu plus naturels, comme du savon noir, par exemple, ou du bicarbonate de soude, du vinaigre blanc, qui sont aujourd'hui proposés, notamment dans nos maisons, et que donc on peut se passer de ces produits chimiques si on considère qu'ils sont dangereux pour la santé, du fait de la manipulation de ces produits, mais également des émissions dans l'air de ces produits. Aujourd'hui, on va vers un ménage un peu plus durable et donc on va vers moins d'utilisation de produits chimiques ou du moins de produits chimiques industriels pour limiter ces phénomènes de pollution. Alors certes, ça marche, ça donne des bons résultats. C'est pas, les fabricants le font justement, mettre des tas de composés pour avoir un bon nettoyage, mais ça a des conséquences qui peuvent être délétères pour la santé de ceux qui les utilisent et de ceux qui les respirent tout autour d'une procédure de nettoyage. La suivante vous montre ces fameux pictogrammes de danger, donc il faut être très prudent. Ici, je vous ai donné les différents pictogrammes qu'on peut retrouver sur ces produits, et que ce soit des produits d'ailleurs détergents ou des produits désinfectants. Donc, quand on va faire des choix de nettoyage, et notamment de nettoyage chimique, eh bien, on regarde très précisément la composition du produit, les pictogrammes de danger, la manière de l'utiliser, la dose qu'il faut utiliser, mais sachez que donc ce choix est fondamental car ça peut avoir des conséquences importantes pour nous. La suivante,
vous montre aussi des équipements de protection quand on utilise des produits chimiques, en particulier des gants, des chaussures de sécurité quand on intervient dans un établissement, voire des vêtements de protection ou des lunettes de protection quand on manipule, par exemple, tel ou tel produit chimique. Donc, il faut savoir aussi se protéger, avoir des équipements de protection individuels lorsqu'on va manipuler ces produits chimiques et lorsqu'on va faire cette opération de nettoyage chimique. La diapo suivante vous montre également l'aération qui est fondamentale. Alors, on explique qu'il faut aérer. Certes, il y a un système de ventilation mécanique régulièrement dans nos établissements, mais il est souvent insuffisant quand on va faire du nettoyage et du ménage. Et donc, il est important d'aérer pendant et après le nettoyage. L'objectif, c'est de chasser tous ces polluants volatiles qu'on va retrouver dans l'air des pièces qui vont être nettoyées. Et donc, vous voyez qu'il y a plusieurs manières d'aérer. Et la plus efficace, c'est ce qu'on appelle l'aération transversale, où on ouvre la fenêtre en grand et une porte, mais parfois une aération en grand. N'oubliez pas qu'une aération par entrebâillement est souvent insuffisante. Elle n'arrive pas à renouveler l'air et donc à chasser complètement les polluants qu'on a pu émettre lors de ce nettoyage. Il y a plein d'études qui ont été faites pour montrer et identifier la présence de ces composés organiques volatiles et également la présence de formaldéhyde dans l'air des pièces nettoyées. Alors le formaldéhyde, c'est une substance dont vous avez sûrement dû entendre parler, qui est ubiquitaire dans l'air de nos environnements intérieurs. Et ce formaldéhyde se forme par réactivité chimique entre les différents composés qui sont émis dans l'air. Donc, il n'est pas présent dans le produit que vous avez acheté, mais il va se former secondairement avec tous ces composés qui ont été émis dans l'air. Et par réactivité chimique, on va retrouver, les études le montrent, quelque temps après la présence de formaldéhyde. Donc, l'aération est vraiment fondamentale et on ne peut jamais nettoyer s'il n'y a pas d'aération suffisante. La VMC ne sera pas capable d'éliminer ces polluants en grand nombre qui ont été émis dans l'air et donc l'aération est aussi fondamentale. La diapo suivante. On va vous parler maintenant de désinfection. On a vraiment parlé du nettoyage et différentes opérations. Voyons maintenant ce que veut dire la désinfection, parce que souvent, il y a une incompréhension du mot désinfection. Une désinfection, c'est une opération avec un résultat momentané, c'est-à-dire qu'elle est efficace au moment où on applique le produit désinfectant, où on applique la désinfection, mais juste après, la surface peut se recontaminer sans problème. Et donc, d'où l'importance de faire ces nettoyages réguliers pour enlever toute la contamination qui peut se faire. Mais la désinfection, c'est d'éliminer ou de tuer les micro-organismes présents sur ces surfaces ou d'inactiver les virus. Et on dit que le résultat est limité aux micro-organismes présents au moment de l'opération. La désinfection ne va pas vous empêcher d'avoir une recontamination microbiologique de la surface. La définition suivante, la diapo suivante va vous montrer que on peut aussi, la désinfection chimique qui nous intéresse ici, puisque on utilise un produit chimique, eh bien ce produit chimique désinfectant va agir sur la structure ou le métabolisme donc de ces micro-organismes présents, les bactéries, les virus et les champignons présents sur les surfaces. Et donc l'utilisation de ce produit chimique va réduire une grande partie de la contamination. Je rappelle que c'est la contamination résiduelle après le nettoyage. La diapo suivante vous montre comment on teste un produit désinfectant, car vous allez voir sur l'emballage des produits désinfectants que vous achetez, le fameux 99,9%. Qu'est-ce que ça veut dire 99,9%? Parce que on a fait un essai du désinfectant chimique qu'on va utiliser. On va étudier ici son activité bactéricide et fongicide. Il suffit de déposer donc les micro-organismes sur une plaque et ensuite, on va faire agir le désinfectant pendant le temps que
demande le fabricant. Et ensuite, on va récupérer donc cette plaque contaminée qui a reçu le désinfectant, on va mettre un liquide de récupération, on va neutraliser le désinfectant et ensuite on va diluer et on va dénombrer le nombre de micro-organismes qui ont survécu après donc le traitement par le désinfection. Et donc par rapport à la contamination initiale, on va s'apercevoir qu'on a réduit de 99,9%. Alors vous me direz, mais pourquoi pas 100%? Mais parce que dans tout traitement de désinfection, il y a ce qu'on appelle des survivants de hasard, c'est-à-dire ceux qui n'ont réussi à échapper aux produits désinfectants. Et donc on ne peut pas tout détruire, on ne peut détruire qu'une partie de la contamination microbienne. Donc ça, c'est les méthodes normalisées, européennes et françaises, qui nous permettent donc de tester le désinfectant. Je voudrais rappeler simplement par rapport à ce schéma que les bactéries ou les champignons sont dispersés sur la surface et ne représentent pas exactement ce qui se passe sur une surface naturellement contaminée. Tout à l'heure, je vous montrais le développement du biofilm et ses agrégats. En général, les bactéries se trouvent sur une surface au forme d'amas, d'agrégats, et non pas de manière dispersée sur une surface. Donc, quand on teste des infectants, on teste sur des bactéries isolées, donc c'est plus facile pour lui d'agir sur des cellules isolées. C'est beaucoup plus difficile pour un désinfectant. Et quand on fait des études sur les surfaces directement, non pas en laboratoire, mais sur les surfaces naturellement contaminées, on s'aperçoit que le résultat, vous allez montrer la diapositive suivante, qui vous montre sur l'emballage le fameux 99,9% d'élimination des virus ou d'autres bactéries. Eh bien, ça, c'est une méthode in vitro, en laboratoire, sur des bactéries isolées. Ça ne représente pas totalement la réalité. Donc, ce 99,9%, il faut le réduire de beaucoup sur une surface naturellement contaminée et on atteint à peine 90% dans toutes les études que j'ai pu faire. On n'atteint jamais ces 99%. Donc, le 99%, c'est théorique, c'est ce qu'on mesure dans une norme en laboratoire, mais en aucun cas, ça représente la réalité. La diapo suivante vous montre la place de la désinfection des surfaces. On répète que la désinfection ne devrait pas être systématique et lorsqu'elle est nécessaire, elle devrait être ciblée et encadrée. Et donc, il faut définir des indications. En fait, il y a deux principales indications d'utiliser une désinfection après ce nettoyage. Soit c'est une maladie infectieuse, la déclaration obligatoire, et c'est les autorités sanitaires par rapport à une épidémie qui peuvent décider de mettre en place une désinfection par rapport à un virus émergent qu'on ne connaît pas encore bien et que par prudence, par précaution, on met en place une désinfection. Ou alors des maladies infectieuses avec des agents pathogènes qui persistent dans l'environnement, où là, la désinfection peut être utile pour avoir une surface en grande partie décontaminée de ces micro-organismes. Et donc, dans la diapo suivante, vous montre que dans le guide, on a défini ces indications. Alors, vous avez fait un logigramme. Faut-il désinfecter? Si vous commencez à lire de votre côté gauche, présence d'une maladie infectieuse dans un contexte exceptionnel d'épidémie, de pandémie, ça, c'est une désinfection après nettoyage et donc indiquée par les autorités sanitaires. Soit vous avez une maladie infectieuse. Est-ce que c'est un agent infectieux qui persiste sur les surfaces? Oui, non. Si c'est non, on fait le nettoyage classique comme on l'a vu tout à l'heure. Si c'est oui, on va procéder à une désinfection après nettoyage. Et on a rajouté une troisième partie, c'est la présence de moisissures. Il arrive parfois que dans des établissements, on retrouve des problèmes d'humidité et de moisissures qui se développent sur les surfaces ou après un dégât des eaux, après des infiltrations d'eau, vous avez une humidité des murs ou des cloisons et un développement de moisissures. On veut rappeler ici que quand on a des moisissures, on a souvent tendance à prendre de l'eau de javel ou de l'eau javelisée pour nettoyer la surface. C'est une erreur. C'est une erreur parce que, pour deux raisons. La première, c'est que ce sera inefficace. Un désinfectant n'est jamais efficace sur des surfaces sales. Donc jamais un désinfectant sur une surface sale, d'abord nettoyer. Et d'autre part, le désinfectant, lorsqu'il est appliqué sur notamment l'eau de javel,
produit des composés secondaires qu'on appelle donc des chloramines, qui sont très irritantes pour les voies respiratoires, et donc d'abord nettoyer avec un simple détergent ou un simple savon, une eau savonnée savonneuse qui permet donc d'enlever ces moisissures. Et ensuite, bon, s'il y a un besoin de désinfecter, ce sont des cas très particuliers qui sont cités dans les fiches. Il y a une humidité avec une infiltration d'eau, par exemple, usée avec des contaminants. Là, on propose de rajouter une désinfection. Mais dans la majorité des cas, le nettoyage des moisissures par un simple savonnage est suffisant. Et ensuite, bien sûr, il faut traiter le problème d'humidité, ou sinon les moisissures vont revenir. Et donc, on n'a sûrement pas besoin d'utiliser de l'eau javellisée. Je le vois écrit encore dans différents documents. Aujourd'hui, je pense que ce guide vient remettre un peu les choses à leur place. Et tous les travaux montrent que l'utilisation directe d'une eau javellisée sur une surface eh bien, est inefficace et en plus, elle peut être dangereuse. La diapo suivante vous montre les différents procédés de désinfection lorsqu'on a vraiment la nécessité. Donc, soit un désinfectant chimique, et donc il y a une fiche sur le désinfectant chimique. On doit prendre en compte un certain nombre d'éléments. Pour la désinfection par voie aérienne, il existe des systèmes où on peut être amené à faire des désinfections des surfaces par voie aérienne, manuelle ou automatique, de la désinfection à la vapeur ou des ultraviolets. À chaque fois, on a donné donc dans ces procédés de désinfection, qui sont assez nombreux, leur place, ce qu'ils apportent, leurs inconvénients, leurs précautions d'emploi par rapport à tous ces systèmes de désinfection. Voilà. Et donc, on n'a pas forcément besoin d'aller chercher une désinfection des surfaces par voie aérienne avec une brumisation de produits désinfectants. On n'est pas dans des situations au quotidien. Hein. Dans le quotidien, voilà, on est effectivement dans le cas d'une maladie contagieuse où on est amené à utiliser une désinfection par voie aérienne, mais ce sont des cas vraiment très particuliers. Et donc, on a voulu dans ce guide replacer les choses et donc dire quels sont les procédés et ce qu'ils apportent les uns par rapport aux autres et surtout les précautions d'emploi de ces différents procédés de désinfection. La diapo suivante, et j'arrive à la fin de mon exposé, je voudrais dire quand même une phrase importante. Cette diapo me paraît importante car on voit de la publicité à la télévision qui veut nous faire croire qu'au quotidien, il faut nettoyer et désinfecter et qu'on a un produit deux en un, que dans ce produit, il y a à la fois le nettoyant et le désinfectant. Alors, d'abord, on n'a pas besoin, comme vous l'avez compris, d'utiliser un désinfectant au quotidien pour désinfecter notre maison. Ça n'a aucun intérêt, aucune utilité. Donc, d'abord nettoyer. Et seulement ces produits deux en un ont aussi des inconvénients au-delà du produit désinfectant qu'on y ajoute. En fait, comme ces produits ne sont pas rincés après, on va avoir un risque d'encrassement progressif des surfaces. Et donc, en utilisant régulièrement ces produits détergents désinfectants, on va avoir des surfaces qui vont devenir grises, qui vont se contaminer par des salissures qui n'ont pas été enlevées suffisamment. Pourquoi? Parce que le désinfectant, le nettoyant est souvent pas suffisant, mais surtout, le désinfectant, lui, il va être inefficace. Et donc, il va laisser un certain nombre de micro-organismes sur la surface parce qu'il va être neutralisé par les souillures ou les salissures. Et donc, il va laisser des bactéries sur les surfaces qui vont pouvoir se multiplier. Donc, la règle, toujours nettoyer, puis d'appliquer, si nécessaire, un désinfectant avec un rinçage intermédiaire pour enlever les salissures qu'on a décollées des surfaces. Donc, il y a un éditorial dans le guide qui dit que dans la publicité, en nous disant que nettoyer, c'était bien nettoyer, c'était désinfecter, c'est une erreur. On veut nous faire croire qu'il faut utiliser des produits désinfectants un peu partout. Il y a très longtemps que dans les hôpitaux, on n'utilise plus de produits désinfectants pour les surfaces ou vraiment dans des cas très particuliers.
Et donc, les industriels se rabattent sur les établissements recevant du public ou à la maison, où on veut donc nous faire appliquer ces produits désinfectants. Bon, vous avez compris, n'écoutez pas la publicité et utilisez uniquement du nettoyage et évitez ces produits 2 en 1 qui vous disent qu'ils nettoient et désinfectent en même temps. C'est faux. Ils ne peuvent ni désinfecter, ni nettoyer, ni désinfecter en même temps. La suivante. Voilà, qui m'arrive au point clé à retenir, nettoyer toujours, désinfecter si nécessaire, mais toujours après nettoyage et rinçage. Dans la vie de tous les jours, le nettoyage des objets et des surfaces est largement suffisant. Il enlève les salissures et souillures, il enlève ou détruit les agents biologiques pathogènes ou non pathogènes, et que la désinfection n'a aucune utilité au quotidien, arrêtons d'utiliser ces produits désinfectants qu'on veut nous imposer, sauf dans des cas très particuliers. Vous avez vu que les indications sont peu nombreuses, et là, c'est là qu'on en a vraiment besoin de la désinfection, mais sûrement pas au quotidien. Et donc, tous ces produits qu'on vient de voir juste avant, qui s'appellent les produits nettoyants désinfectants, qu'on appelait parfois autrefois aussi les bio-nettoyants, tous ces produits-là n'ont pas d'utilité et même ils aggravent la situation sur la contamination de nos surfaces et ils ne traitent pas véritablement les problèmes des salissures. Donc, j'espère qu'à la fin de mon exposé, tout le monde a été convaincu. On nettoie et on nettoie surtout. Merci beaucoup.